Cette émission vous est présentée par les restaurants Ashton, juste du frais, juste du vrai, et Ameublement Tongué, là où on se sent en confiance. Il y a tellement de choses à raconter qu'on a décidé de continuer un petit peu notre rencontre avec P.A. Méthode. P.A., j'avais envie de faire quelque chose, P.A. J'improvise, OK? T'es le spécialiste, mais je vais me permettre d'improviser un petit peu. Je vais choisir des mots. Oui. Je te donne à peu près 30 secondes par définition. OK, Qu'est-ce que ça représente qu'est-ce pour que ça toi? représente pour moi, le mot? OK. N'importe lequel. OK. Je prends le dictionnaire, par exemple, j'en ai sorti quelques-uns, là. Politique. Dangereux. C'est dangereux, la politique. C'est dangereux parce que c'est polarisant beaucoup. Tu sais, puis des fois, les convictions politiques vont au-dessus des convictions personnelles, des fois. Tu sais, genre, c'est beaucoup des groupes ou quoi que ce soit. Fait que moi, la politique, je trouve ça dangereux. Puis moi, j'en ai fait de façon un petit peu plus active au début des années 2000, puis milieu des années 90. Mais tu sais, c'est la seule job que dans la vie, tu es assuré de décevoir quelqu'un à partir du moment où tu es élu. C'est parce qu'à partir du moment où tu es élu, bien, tous ceux qui n'étaient pas de ton bord sont déjà déçus. Puis en plus, il faut que tu répondes à des demandes loufoques. Tu sais, quand tu es député, là, tu sais, t'es là pour la population. Là. Fait que t'as des demandes qui n'ont pas de bon sens. Là. Tu sais, ça se peut que t'as quelqu'un qui arrive qui dit « Moi, je veux construire une antenne 6G pour parler avec la Lune. J'aimerais ça que le gouvernement me finance. » Tu sais, puis il dit « Ben, ça n'a pas de bon sens, ton projet. » Puis ça, « Ah, c'est ça, bon, t'as dit gouvernement, toujours les mêmes. » Tu sais, fait que t'es toujours pogné dans la tourmente puis dans tout ça. Fait que politique, je trouve ça dangereux. C'est quelque chose que tu j'essaie d'éviter le plus possible. Non, je ne vais pas là. OK. Amour. Trop plein, je te dirais. Ah oui? Ouais. Moi, je suis trop plein d'amour, moi. J'aime les gens. C'est pour ça que je suis... Moi, les situations ne me déçoivent pas dans la vie, mais les gens peuvent me décevoir, parce que j'aime les gens profondément. Je donne ma confiance beaucoup aux gens. J'aime ma femme, ma fille, ma mère. Moi, je base ma vie beaucoup sur l'amour des gens, l'amour de la musique, l'amour de la nourriture, l'amour des animaux. C'est vraiment... Je pense être un être rempli d'amour. Puis je pense que c'est pour ça que je suis aussi fragile aussi, d'ailleurs. Tu fais une différence avec amitié? Oui, vraiment. 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 Parce que l'amitié, c'est sincère, puis l'amour, c'est senti. C'est ça que je trouve. L'amour, tu choisis pas l'amour. L'amitié, tu choisis. L'amitié, tu es en position pour choisir. Tu peux faire, cette personne-là, genre, m'amène à rien dans ma vie, puis je la tasse. Mais quand tu es en amour avec quelqu'un, tu sais, quand ils disent que l'amour rend aveugle, c'est vrai, ça. Tu sais, quand tu es vraiment, vraiment amoureux de quelqu'un, là, tu vois plus clair. Là. C'est juste ça, c'est juste cette personne-là, puis tout ça. Fait que oui, pour moi, il y a une grosse différence entre l'amour et l'amitié, mais je suis aussi intense dans un que dans l'autre. Famille? L'essentiel. L'essentiel de la famille. Tout ça ne servirait à rien si je n'avais pas de famille. Tout ça n'aurait pas de but si je n'avais pas ma blonde, ma fille, ma mère. C'est les trois femmes de ma vie. Parce que c'est ma base. Peu importe ce qui m'arrive, c'est ce qui va me rester. Peu importe ce que je vis, ils vivent avec moi. Fait que la famille, c'est... Puis tu sais, du côté de ma famille aussi, tu sais, paternelle, maternelle aussi, on a toujours été une famille excessivement proche. Fait que pour moi, la famille, là, c'est l'essentiel. C'est que quand il ne restera plus rien, ben j'ose croire qu'il reste la famille, ça. Religion. Beaucoup de place dans ma vie, la religion. Beaucoup. Oui. Ouais. Moi, j'ai songé à la prêtrise en 91-92. J'étais au séminaire de Québec. J'avais approché le grand séminaire pour faire mon entrevue.
puis toutes les patentes. Puis moi, écoute, mon père s'occupait de la sacristie, puis tu sais, mon père était horticulteur, lui, les fins de semaine, là, puis c'est lui qui faisait toutes les fleurs de l'église, du presbytère, puis tout ça, puis il s'occupait de la sacristie. C'est nous autres qui montaient la crèche de Noël. Moi, j'étais enfant de cœur, mon père donnait la communion. Tu sais, fait que j'ai toujours été, moi, dans la religion, dans l'église, puis dans tout ça. C'est sûr qu'avec le temps, puis avec avec la vie en général, c'est sûr que je suis moins pratiquant que j'étais, mais j'ai encore la foi. Puis ça, je m'en ai jamais caché, moi, que j'avais la foi. Puis je trouve que c'est beaucoup plus personnel que spirituel pour moi, maintenant, la foi. C'est juste, tu sais, comme... tu sais, je parle pas à Dieu, là, tu sais. Les gens qui disent « Mon Dieu, aidez-moi », là. Ben, regarde, écoute, ben, aide-toi tout seul, là. Laisse faire, Dieu t'aidera pas là-dedans. Mais je parle à mon père comme s'il était là. Puis ça, ben, c'est la religion qui m'a amené ça. C'est la foi qui m'a amené ça. Si je crois autant que mon père m'entend quand je lui parle, c'est parce que, foncièrement, je croyais qu'après la vie, après la mort, il y a encore une autre vie. Puis ça, ben, c'est venu de mon éducation religieuse catholique. Puis j'ai jamais eu honte de ça ou quoi que ce soit. Puis ça aussi, c'est pas évident de jaser de ça. C'est pas évident, tu sais, genre en 2020, à 47 ans, de dire à quelqu'un, moi, j'ai la foi, moi. Moi, je prie, moi. Tu pries. Rien d'autre, tu pries. Tu dis l'église, puis ça. Tu sais, c'est comme... Je trouve que quand tu fais quelque chose de personnel, on dirait que les gens se sentent obligés de, s'ils sont pas d'accord avec toi, de détruire ton argumentaire ou de détruire le pourquoi tu penses de cette façon-là. Alors que, pose-moi donc des questions pour essayer de comprendre à la place. T'sais, pose-moi des questions, puis tu vas voir à la fin là, que je t'encourage pas à être religieux, puis je t'encourage pas à être pieux, puis faire un poteau de balus dans le salon chez vous. C'est pas ça que je te dis. Moi, je vais t'expliquer ma foi, elle est comment, puis comment je la vis, puis comment moi j'avance là-dedans, mais c'est pas un message... religieux que je te fais, puis c'est pas essayer de t'influencer vers quelque chose. C'est juste que moi, j'ai cette foi-là, puis je la vis de la façon dont je la vis, puis je tanne pas personne avec ça. La définition pour toi de l'humour? Je te dirais que l'humour a peut-être la plus mauvaise définition au monde. T'sais, ça n'a aucun sens. On ne sait plus qu'est-ce qu'est de l'humour maintenant. T'sais, avant ça, tu pouvais te permettre certaines affaires, il y avait moins de limites avant ça à l'humour. Maintenant, l'humour, avant ça, l'humour, c'était des comédiens. Ma grand-mère, elle disait des troupes. Ça, c'était des troupes, genre mandat parent et compagnie, c'était des troupes, il allait dans les villages et tout ça. Mais c'était ça, le vaudeville, là. Le vaudeville, c'est ça. Puis même un petit peu après, genre, puis après ça, ça a été les théâtres d'été, ça a toujours été présent, l'humour. Ça, alors là, à un moment donné, est venu le courant des humoristes, ça, c'est devenu hyper fort. Après ça, ça a été la télé. Après ça, ça a été aussi le non-verbatim, comme LOL ou les gags juste pour rire ou tout ça, où ça peut se promener à travers le monde, des courtes manches, des Arturo Brachetti, où ils parlent pas dans leurs affaires. Fait que l'humour, ça a pris énormément de chemin. Et je pense qu'à un moment donné, c'est là qu'on a perdu la définition de ce que c'était. Tu sais, il y en a qui aiment l'humour trash, puis j'ai rien contre ça. J'en ai déjà fait en masse de l'humour trash, mais ça répond à une catégorie. Tu sais, c'est plus nécessairement de l'humour, c'est de l'humour trash. C'est de l'humour engagé, de l'humour social, de l'humour d'observation. Avant ça, c'était juste de l'humour. À ce temps, c'est tellement divisé, l'humour, que c'est-tu vraiment juste un courant, l'humour? C'est-tu juste une affaire ou c'est plein d'affaires? Fait que moi, je suis dans le courant du conteur stand-up, puis c'est ça que j'aime faire. Puis il y en a d'autres qui vont dans plein de directions différentes. Le sexe, est-ce que c'est tabou pour toi? Non, pas du tout. Au contraire. Moi, je suis très à l'aise avec moi-même. Depuis des années. Même avant que le courant, parce que il est venu un courant, les LGBT est devenu fort après les années 2000 puis tout ça. Mais puis heureusement, à un moment donné, là, tu le sais, tu as habité en Gaspésie. Oui. Bon, moi, je le sais. Moi, là, j'ai des parents d'amis qui sont sortis du placard rendus à 56, 57 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de sortir du placard en Gaspésie. Non. C'était fini. Tant qu'à ça, va-t'en.
Tant qu'à ça, va-t'en parce que tu vas en entendre parler tous les jours, puis il n'y a personne qui va se gêner pour te faire une blague déplacée parce qu'on est tellement familial, tu sais que nous autres, il n'y a rien qui nous dérange, on parle de tout, tu sais. Fait que moi, j'en parle dans mon spectacle, je parle un peu de sexe, mais ça n'a jamais été un tabou, moi. Tu sais, moi, tu sais, mes chums de gars, parce que, tu sais, moi, je viens d'un milieu d'hommes, forestiers, de la mer, tu sais, puis tout ça. Fait que, tu sais, nous autres, des claques dans le dos, puis ça va bien aller, puis prends-toi, puis hey, voyons donc un gars avec une chemise rose, tu sais. Fait que c'est ça, fait que je viens de ce milieu-là. Mais moi, tu sais, mon père a toujours été quelqu'un de bien ouvert aussi, tu sais, dans la vie. Fait que, tu sais, je viens d'une famille, moi, que, tu sais, il n'y avait pas trop de limites, puis... Fait que, moi, j'ai toujours embrassé mon père. Et à l'époque, là, mes chums, ils riaient de moi. Absolument. Parce que j'ai embrassé mon père. J'ai toujours embrassé mon père, moi. Toujours embrassé mon père. J'embrasse mes oncles aussi. Mais parce que, tu sais, c'est pas trop long que, hey, t'es-tu rendu fif? Tu sais, c'était ça, tu sais. Puis, mais pour eux autres, c'était comme, c'est une blague, puis tout ça. Mais en fait, c'était plus lourd que ça. Mais non, j'ai jamais eu de problème à parler ni de sexe, ni de rien. Puis c'est pas, je suis à l'aise aussi avec ma sexualité. Puis c'est pour ça que moi, embrasser un homme, puis le prendre dans mes bras, puis avoir un de mes chums collé sur moi, pour moi, c'est pas un geste sexuel, là. C'est, comme je t'ai dit tantôt, moi, de l'amour, j'en ai plein à donner, là, puis de toutes les manières. Hein. Un mot d'actualité actuellement, racisme. Incompréhension, je te dirais. Moi, là, j'ai une incompréhension, Jean-Marc, là, depuis toujours sur le racisme. Moi, c'est comme la couleur des chars. C'est la même affaire. Pourquoi je jugerais quelqu'un par quelque chose que si je ferme mes yeux, je le vois plus? Je la vois plus, je sais plus si t'es blanc si je ferme mes yeux. Qu'est-ce que tu me parles, là, que t'as un accent? Moi, j'ai un de mes chums du Lac-Saint-Jean là, qui est noir, c'est un haïtien, lui, là. Mais il a été adopté par des Tremblés, tu sais. Okay? Fait que c'était un Tremblay. On doit être le seul au lac. Oui, c'est ça, puis qui a un accent, mais il est noir et ben, là. Quand tu lui parles au téléphone, puis la première fois que tu le rencontres, des fois, tu dis « C'est toi? » Ben oui, c'est moi, Stan. Fait que, tu sais, il est noir, noir. Mais c'est ça. Tu sais, je comprends pas pourquoi la couleur puis la race, c'est devenu, même encore en 2020, un sujet de conflit. Puis, tu sais, puis c'est présent, là. On va arrêter de se mettre la tête dans le sable, là. T'sais, le monde dit, ben non, il n'y en a pas de racisme en 2000. Il n'y a pas de racisme en 2020. Fait que moi, écoute, le racisme, même jeune, je comprenais pas ça. J'ai toujours eu de la misère avec ça, moi. De juger les gens puis de ne pas aimer les gens par la couleur ou par la langue qu'ils parlaient. Tu sais, nous autres, moi, je me souviens quand j'étais jeune en Gaspésie, tout le monde me disait à Passepébiac, New Carlisle, ça se bat tout le temps les Anglais et les Français. Nous autres, à Chandler, les Français et les Anglais ne se battaient pas parce qu'on allait à la même église. Ouais. C'était des Irlandais, ils étaient catholiques. Fait que nous autres, là, la messe à Chandler est en anglais et en français, les deux. Puis la messe de minuit, il fait toutes les phrases en français. Bon, elle est longue, la messe chez nous. Mais elle est en anglais et en français parce que il y a autant de français que d'anglais chez nous. Puis les Anglais sont catholiques. Fait que on a toujours été à la même église. Fait qu'on s'est jamais battu. Fait que moi, là, les séparations, genre par la race, par la langue, par la religion, moi, j'ai pas connu ça de mon enfance. Ça faisait pas partie. Au contraire, les gens qui étaient différents, pour nous autres, c'était nouveau. C'est comme si on sortait de la Gaspésie. La première fois qu'il est arrivé 2 médecins vietnamiens à Chandler, les gens, là, c'était comme quand Beauce Carnaval débarque au centre d'achat. C'était la même affaire. Le monde était fou. Là. Mais aïe, t'es as-tu vu? T'es as-tu vu? C'était comme... Parce que pourquoi c'était nouveau? Puis on a appris à les connaître, puis tout ça. Puis, hey, tu sais-tu qu'eux autres, puis tout ça. Puis, on n'est pas arriéré en Gaspésie. Moi, j'ai déjà entendu ça. Vous êtes arriéré en Gaspésie. On n'est pas arriéré. On est juste loin. C'est tout. C'est pas être arriéré d'être loin. Mais le racisme, je trouve que c'est une plaie dans notre vie, en général. Puis, tu sais, je dis pas que tous les humains devraient être gris. Là. Non. Tu sais, mais on trouverait le tour de dire, ah ouais, mais lui, il est gris foncé, lui, il est gris pâle, là, tu sais. Fait que non, c'est vraiment... Puis ce qu'on a vécu aussi dernièrement, aussi, pour... au niveau du racisme envers les Autochtones. Ouais. Tu sais, honnêtement... S'il y en a qui ont été surpris de ça, c'est arrivé en ville. Là. Ça fait 400 ans que c'est le même. Pas 2 mois, là. Ça fait 400 ans que c'est le même. Puis ça n'a jamais, tombé. Fait que c'est ça, le racisme, pour moi, je trouve que c'est une manière un peu détournée
pas de parler, mais d'extérioriser un certain malaise. Je pense qu'il faut être plus éduqué, il faut être plus ouvert. Puis pour ça, ben ça va prendre encore du temps, je pense. Ça va prendre encore du temps. On prend une petite pause justement pour ça. On revient dans quelques minutes. De retour avec notre invité après la pause. De retour avec notre invité P.A. Méthode et on continue le petit jeu du début. Là, je trouve, pour ceux qui n'étaient pas là, je trouve des mots, puis P.A. nous donne un petit peu comment il réagit à ça. Mon prochain, jeunesse. Jeunesse, beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs pour moi, ma jeunesse. Ma jeunesse en Gaspésie, moi, j'échangerais ça contre rien au monde. Avoir accès à la forêt, à la plage, au grand air. Nos parents jamais été stressés de nous laisser dehors à 9h, 9h30 le soir. Là. Il n'arrive à rien chez nous. Là. On ne barre pas nos portes de char, on ne barre pas nos portes de maison. Il fait de grève. Oui, mais quand le Cap-la roule au mois de juin, en plus, là, il y a plein de feux tout le long de la plage. Puis ça, oui, c'est ça. La jeunesse, c'est ça. Ça a été, j'ai eu une très, très, très belle jeunesse. Malgré 2-3 petites affaires à travers, un peu d'intimidation, puis des affaires de même, mais je pense qu'on a tous vécu. Nous autres, dans ce temps-là, ça n'existait même pas le terme intimidation. On appelait ça se faire écœurer. Ouais. Mais c'est ça, une très, très belle jeunesse. Puis la jeunesse d'aujourd'hui, tu la trouves comment? Je la trouve bright. Ils sont bright, les jeunes aujourd'hui. Moi, j'ai une fille de 9 ans, là, puis des fois, elle me décontenance, là, tellement qu'elle sait des affaires, puis elle comprend des affaires, puis je suis colline, moi, je n'étais pas... moi, je viens encore, des fois, je raconte à ma nièce, qu'à l'université, je faisais encore mes recherches dans des livres. J'allais à la bibliothèque, je faisais des recherches dans des livres, puis j'écrivais ça à la main, puis après ça, j'allais taper ça sur une machine à écrire. Elle m'a dit, moi, mais quel âge que t'as, 200 ans? Non. C'est dans les années 90, là. En 94-95, il n'y avait pas d'ordinateur encore à la bibliothèque à l'Université Laval, là. On cherchait, nos affaires. Fait que les jeunes, aujourd'hui, ils ont tellement accès à tout, puis je pense que c'est trop facile. Tu sais, tu veux faire une bombe, ben t'as une recette pour faire une bombe. Tu sais, tu serais pas supposé d'avoir une recette pour faire une bombe. Tu sais, si t'as 13 ans, t'es pas supposé, en 5 minutes, d'être capable de me dire comment faire sauter mon école. Tu sais, t'es pas supposé. C'est pas supposé, ça. C'est sûr. Fait que je trouve que c'est ça. Je trouve que les jeunes, aujourd'hui, en savent beaucoup. Mais plus t'as de sujets, moins t'as de profondeur. T'sais. Fait que je trouve qu'ils vont un peu partout, à gauche, à droite, autant dans la sexualité, dans ci, dans ça. Sauf que je trouve qu'ils sont beaucoup plus ouverts que nous, on était. On parlait de racisme tantôt, je pense qu'ils sont plus au courant de ça, puis sont plus conscientisés aussi au racisme et tout ça. Puis, ils prennent des causes en main beaucoup, comme l'environnement, puis des trucs comme ça. Maintenant, la structure, c'est là que ça, je pense qu'il y a un manque. C'est que, malheureusement, ils ont beaucoup d'idées, mais ils ont très peu de structure. Parce que nous autres, on avait moins d'idées, mais beaucoup plus de structure. Prochain mot, Montréal. Impossible. Impossible que tu me voies arriver là. Impossible que j'aime ça. Impossible que je trouve ça intéressant. Impossible qu'un jour, je finisse par aimer cette ville-là. Impossible. Moi, j'ai assez Montréal, Jean-Marc. J'ai assez Montréal. Sérieux? Écoute, des fois, là, je monte, là, j'ai un truc à faire, mettons, très tard le soir. Là. Mettons un tournage à 10 h le soir pour une émission de fin de soirée. Je reviens à Québec après. Ah oui, tu pas capable de rester pas à là. Montréal? Non, rien ça. Je veux rien savoir. Je déteste ça. C'est anxiogène, Montréal. Les gens ont peur des gens. Moi, je viens de la Gaspésie. Ouais. Écoute, je jase avec le monde, moi. Dans mon premier show, j'en parlais de ça, Jean-Marc. La première fois que j'ai pris le métro à Montréal, là, je jasais avec le monde qui rentrait, moi. Mon chum, à un moment donné, il m'a dit, ouais, mais là, ferme ta gueule, là. Je sais pourquoi? Ben, tu jases avec tout le monde. Je dis, on est dans une fifouille. On est dans une roulotte. Tu sais, c'est normal que je jase avec tout le monde qui rentre. Il dit, non, t'es à Montréal, si tu fais pas ça, tu vas passer pour un bizarre. Je dis, voyons donc, il y a un gars qui s'est fait un chapeau avec une boîte de corn pops, puis c'est moi le bizarre parce que je parle avec tout le monde. Il dit, ouais. Fait que c'est là que j'ai compris que c'était pas ma place. Québec. La deuxième plus belle ville au monde. Oups. Ouais. La première, c'est... Chandler.
Qu'est-ce que t'aimes à Québec? Si tu me donnes le choix demain matin, même si j'adore Québec, puis je suis très impliqué à Québec aussi, c'est devenu ma ville, Québec. Ça fait 30 ans que je te cite. J'ai passé 2 fois plus de temps ici qu'en Gaspésie dans ma vie. Mais si tu me dis demain matin, PA, tu deviens indépendant de fortune, puis je te laisse aller où tu veux, je m'en vais en Gaspésie. Demain matin. Demain matin. Je pack tout puis je m'en vais. Oh oui. J'aurais même pas besoin de réfléchir. Je retrouve de quoi là-bas que je ne retrouve pas ailleurs. Mais heureusement, Québec m'en amène un peu plus que Montréal pourrait m'en emmener. Mais il y a quelque chose de salutaire pour moi en Gaspésie. Il y a quelque chose qui se passe là, qui ne se passe pas ailleurs. Tu sais, à Chandler, moi, je suis pas P.A. Méthode l'humoriste, je suis pas P.A. Méthode la vedette. Je suis Paul André, le garçon Raymond puis de Neige. C'est ça. Je suis le fils à Raymond puis de Neige. Puis c'est pas plus que ça. Tu sais, il me voyait pas en star. Il voyait le petit gars qu'il voyait à 7-8 ans à l'église. Et il voyait le gars de 12 ans qui faisait des spectacles à la Polyvalente. Il voyait le gars de 14-15 ans qui vend des cartes au bingo parce que son père est dans le Club Lion. C'est lui qui colle les boules au bingo. C'est ça qu'ils voient, eux autres. Puis cette partie-là, je pense qu'elle est nécessaire quand tu me connais pour dire que tu me connais vraiment. T'sais. Dire que tu me connais vraiment parce que tu m'as vu à TV, tu m'as vu 2-3 fois en entrevue, non. T'sais, ces gens-là me connaissent vraiment. T'sais, ils connaissent mes peines. Ils savent. T'sais, ces gens-là connaissent la date que mon père est décédé. Ils savent que ma fête est tel jour. Quand j'arrive en Gaspésie, le monde, ils viennent me voir, ils font pas « Hey, peux-tu avoir un selfie? » Ou « Peux-tu avoir un autographe? » Non, ils viennent me voir, ils me donnent la main, puis ils me disent « Comment ton père serait fier de toi dans s'il était là encore? » Puis hey, on a vu ta mère, si ta mère a besoin de n'importe quoi, tu nous appelles. Hein? Fait que c'est le même. Fait que ça, je ne le retrouverai jamais ailleurs. Fait que c'est pour ça que pour moi, la plus belle ville au monde, c'est Chandler. La deuxième, c'est Québec, parce que c'est ici que je me suis bâti. Ouais. Voiture. Oui, bien voiture, bien écoute, nécessaire dans mon cas. Je fais 120 000 kilos par année. Fait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et heureusement, j'ai un commanditaire exceptionnel qui est Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan. Absolument. Absolument. Oui, je les plug. J'ai pas de problème à les plugger. Ouais, c'est ça. Avec plaisir. Puis non, mais qui me donne vraiment un coup de main exceptionnel pour ça, parce que ils me fournissent un véhicule. Puis moi, ben, je suis bien content de faire les pubs avec eux autres. Parce que eux autres aussi, regarde, comme je te disais tantôt, tu sais, moi, j'aime le petit noyau comme un peu familial dans tout ce que je fais. T'sais. Puis avec Luc Baudouin, puis toute l'équipe, Carl, puis ça, c'est devenu comme une petite famille un peu. Fait que, tu sais, on s'appelle, on fait des soupers ensemble, tout ça. Fait que moi, c'est ça que j'aime, tu sais. Il faut que ça reste proche de moi. Tu sais, c'est mon côté gaspésien, ça, tu sais. Il faut que je sois capable de t'emprunter une tasse de sucre. Qu'est-ce que c'est que... On a parlé d'humour beaucoup, mais un bon humoriste, ta définition? D'après moi, le bon humoriste, c'est celui qui a le... Comment je te dirais donc? Celui qui va faire passer son public avant ses idées. Ça, c'est un bon humoriste. Faire rire les gens, c'est quelque chose. Mais d'aller les toucher, c'est une autre chose. Tu sais, si tu es capable de les faire rire et de les toucher, ou juste les toucher, ou peu importe, il faut que tu ailles les chercher, tu sais, genre quasiment un par un, tu sais, tout le temps. Peu importe c'est qui, il faut aller chercher un par un, pareil. Peu importe c'est quoi le sujet, peu importe c'est quoi comment tu vas le dire, il faut que tu ailles les chercher tout un par un. Il faut toujours que tu fasses attention à ce que tu dis. Il ne faut pas que tu es brusque, il ne faut pas que tu leur fasses de peine, il ne faut pas que tu les mettes contre toi. Puis, il ne faut pas que tu les provoques à outrance, que tu les provoques juste pour les provoquer. Tu sais, moi, je trouve que le bon humoriste, c'est celui qui aime les gens, puis celui qui va faire passer aussi qui va se demander comment mon public va passer la meilleure soirée possible. C'est eux autres qui le font vivre. Là. Ouais. Tu sais, respecte ça. C'est important, ça. Dernier mot, parce que le temps est déjà passé. Rêve. Trop manger avant de me coucher. D'ailleurs, tu es un nouveau jeune homme. Oui. Je pense 80 livres en moins. Oui, tu as fait vraiment un travail sur toi-même. Non, mais c'était important. Il fallait que je le fasse à un moment donné. Je serais mort. Ouais. Je serais mort à un moment donné. Ben ouais. C'est ma cardiologue me l'a dit. As-tu un gros rêve ou un projet rêve qui, quand tu dis, là, quand je vais avoir atteint ça, là, ça va être mon top? Oui, bien, en fait, j'en avais un, mais là, la pandémie est venue scraper un peu bien les affaires. Là. Moi, j'avais prévu arrêter à 55 ans.
Moi, là, je suis un écureuil dans la vie. Moi, là, j'accumule, puis je mets de côté depuis le début de ma vie, moi. Moi, là, je prévois la fin. Hey. Moi, je prévois la fin. Moi, là, mon but ultime, c'est d'arrêter un jour et de voyager. Moi, là, je souhaitais, mon but, c'était, à 55 ans, de tout vendre. Je me garde un pied à terre à Québec, un petit condo, en affaire de même, mais je vends tout. Maison, char, tout, je vends tout. Puis je pars 1 an, au moins 1 an en voyage, je fais le tour du monde. Puis comme ma fille, à mes 55 ans, aura 18 ans, bien, mon but, c'était d'y demander à elle de prendre 1 an de lousse dans ses études. Parce que je vais lui demander, je n'y imposerai pas, là. Non. Je vais lui demander. Puis si elle veut, je vais lui dire, tu choisis la première destination. C'est toi qui... Peu importe c'est où. Tu me dis Sydney en Australie, Sydney en Australie. Tu me dis Taipan, Taipan. Tu me dis Moscou, ça va être Moscou. Elle va décider le premier endroit où est-ce qu'on va atterrir. Puis pendant 1 an, j'aimerais voyager avec ma femme, ma fille. Ça serait mon rêve ultime. Puis après ça, revenir ici tranquillement, puis écrire des livres sur ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Juste rapidement, écrire des livres, je voudrais juste mentionner tes livres pour enfants. Oui. Là. Ça va bien, là? Ça va très bien. Hey, ça, c'est une autre vie, ça, pour moi. Dis-nous vite ce que c'est, là. Oui, mais en fait, avec Marie-Christine Leblanc, Oui. qui est chroniqueuse à TVA, qui vient, elle aussi, de Chandler, la même place que moi. Son père et mon père étaient des chums d'enfance. OK. Puis, on a écrit un premier tome d'une série de 4 tomes. C'est un livre pour enfants, c'est un livre jeunesse. C'est 180 pages, en gros caractère, avec des dessins. Ça s'appelle Sainte-Sirène du bout du monde. Le tome 1, c'est La Chaie d'Amorue. Et puis, c'est un conte avec 4 jeunes. Ça se passe en Gaspésie. On a inventé le village de Sainte-Sirène du bout du monde, justement, pour que tous les Gaspésiens ne disent pas « Ouais, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça chez nous? Ouais, Pourquoi c'est vous n'avez pas fait ça chez nous? » Non, regarde, veux-tu que je te règle le problème, moi? J'ai inventé un village. Fait que, écoute, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'ordinateur dans ces livres-là. C'est 4 jeunes qui sont dehors, qui vivent des aventures, qui se font conter des histoires par le vieux monsieur du dépanneur, tu sais, puis tout ça. Et ça se passe vraiment, genre, pour les 7 à 10 ans. C'est extraordinaire, c'est un beau projet. Là, tu vois, on est 13e overall là, dans les livres vendus chez Renaud Breuil. Fait que, tu sais, après même pas 1 mois de sortie, fait qu'on est super contents. Puis là, le 2e tome sort en début janvier. Et ça va s'appeler c'est La légende du Caplan d'or. Si Marie n'était pas avec moi, je pourrais pas le faire. J'ai pas assez de concentration et de discipline pour écrire un livre. Mais Marie, elle l'a, ça. Mais moi, je suis bon pour l'histoire, puis tu sais, fignoler autour. Fait qu'on est un duo d'enfer. Génial. Hey, PA, t'as été vraiment sympathique d'accepter notre invitation, surtout. Puis, 10 000 piastres, c'est 10 000 piastres. Ah ben, il y a ça. Là, ta santé, en terminant? Santé va plus que bien. Okay. Depuis mon opération au cœur, ma nouvelle médication, puis tout ça, mes résultats se sont améliorés. J'ai perdu 80 livres. Mon cœur a réduit de grosseur d'1/3. Ma fonction d'éjection a augmenté. Là, maintenant, j'ai la forme d'un gars de 40 ans qui, normalement, est non-fumeur, est en forme. Là. Alors que j'ai jamais eu cette forme physique-là de toute ma vie. Fait que oui, puis ma tête va très bien. Moi, la tête, le cœur, puis... Attention, mesdames, messieurs, vous allez l'endurer encore longtemps. Ouais, comme ma grand-mère disait, tant qu'à la tête, dans le cœur et le cul va bien. PA, de loin. Ben oui, de loin, on se tape des mains. Tellement senti. Merci infiniment. Merci à toi, Jean. Cette émission vous a été présentée par les restaurants Ashton, juste du frais, juste du vrai, et Ameublement Tongué, là où on se sent en confiance.